Bien le bonjour, on se retrouve pour cette dernière séance sur les séries numériques. On va parler donc de la convergence absolue des séries à terme réel ou complexe. Alors c'est un résultat assez intéressant pour terminer ce chapitre, puisque je rappelle que nous en étions à avoir développé de très nombreuses techniques pour étudier la nature des séries numériques, mais les techniques les plus riches que nous ayons, à savoir les techniques de comparaison, étaient réservées aux séries à terme positif. Pour les séries à terme non positif, on a quand même l'argument de divergence grossière, donc la condition nécessaire de convergence. On a bien sûr les propriétés algébriques de linéarité, et on avait vu les propriétés de Taylor-Lagrange, les propriétés de somme usuelle, géométrique, télescopique, arithmétique. Mais en fait, ça fait très peu de choses. Alors, il est une famille de séries numériques très classiques qui s'appelle les séries alternées. Donc, une série, on appelle série alternée, une série dont les deux termes consécutifs sont toujours de signes différents, de signes opposés. Donc, par exemple, moins 1 puissance k, moins 1 puissance k sur k. Alors, a priori, pas sinus k, parce que sinus k, on ne sait pas trop, il ne change pas de signe tous les k, tous les 1. En tout cas, ce sont toutes les séries dont le terme général change de signe alternativement. Alors, il y a des théorèmes sur la convergence de ces séries-là, le critère spécial en particulier, mais qui n'est pas au programme de PTSI. Donc, je vous encourage à aller voir ce théorème si vous voulez faire des choses au programme, mais ce n'est pas ce qu'on va traiter aujourd'hui. Tout ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre en place une relation d'application entre la convergence et la convergence absolue. Alors, il n'y a rien d'évident. Hein. Il n'y a rien d'évident à ce que si jamais une série convergeait absolument, elle converge, ou la réciproque. Il n'y a rien d'évident. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si les propriétés algébriques de la somme infinie sont compatibles avec celles de la somme finie, on aurait ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, que vous connaissez tous. Donc cette inégalité triangulaire, si elle est vraie, alors elle dirait quoi? Elle dirait que si les deux objets qu'on manipule ici existent, à savoir ici la somme infinie des UN, donc ça sous-tend que la série converge, hein, et la somme des valeurs absolues de UN, donc ça sous-tend que la série converge absolument, c'est la définition. Hein. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si cet objet est fini, si la somme ici elle est finie, alors par majoration, cette somme-là aussi est finie. Donc il y a un contrôle de la convergence par la convergence absolue. Donc si une implication est vraie, ça sent plutôt si je converge absolument, alors ça c'est fini, donc alors ça serait fini. Mais ce n'est pas du tout évident. Parce qu'il se pourrait que, en particulier ce terme-là, il oscille. Il se pourrait très bien que, vous savez pas, par exemple, vous savez très bien que le sinus en valeur absolue il est plus petit que 1. 1 converge, c'est une suite convergente, par contre sinus n est une suite divergente. Donc, majorer des objets qui ne sont pas de signe constant par des objets de signe constant, ça veut borner, ça ne veut pas dire que les objets initiaux convergent. Ils peuvent très bien diverger en oscillant. Par contre, ils ne pourront pas aller vers l'infini. Ça, c'est sûr. Ils ne pourront pas aller vers l'infini si ce terme-là est fini. Bon, bah alors il y a un théorème qui est sous-jacent et qu'on démontrera l'année prochaine. Et en fait, ce théorème, il est assez facile à démontrer, si tant est qu'on ait l'idée de, effectivement, redresser les courbes. Ce que j'appelle redresser une courbe, c'est que par exemple, vous avez sinus x. Redresser la courbe sinus x, c'est simplement lui donner une valeur absolue. Donc, vous avez sinus x qui oscille, évidemment, et si vous mettez une valeur absolue devant le sinus, vous allez vous retrouver avec une succession de bosses, comme ça, là. D'accord? Ça, c'est la valeur absolue du sinus. C'est une fonction qu'on appelle aussi parfois f+. F+, c'est une fonction, c'est la fonction f qui vaut elle-même si f est positive, si f de x est positif, son opposé si f de x est négatif. Bon. Et bien en fait, le concept, il est de se ramener à exprimer en fait une fonction f en fonction de f+ et de f-, f- étant la valeur absolue de moins cette fonction, le maximum de moins cette fonction 0. Je ferai la démonstration l'année prochaine. Bon, alors, pour démontrer que la convergence absolue implique la convergence, eh bien, on le fera plus tard. On va simplement l'admettre cette année, on va beaucoup l'utiliser. Donc, ce que nous venons de faire pour la convergence absolue des suites réelles, eh bien, ça marche aussi pour les suites complexes. Et le terme est le même. Alors, c'est un terme un petit peu, évidemment, imprécis. Une suite complexe convergera absolument si la série de ses modules converge. On aurait pu dire, a priori, converge modulairement. Quoi.
on dit absolument, on garde le même mot. Et dans ce cas-là, on aura le même résultat, à savoir que la convergence absolue implique la convergence. Alors, on passe au cours par compétences. Grand 3, convergence absolue. Je vais noter ça CVA dans ce cours. Des séries à terme réel ou complexe. Donc, à partir de maintenant, les techniques du grand 2 ne sont pas applicables sur UN. Par contre, elles le seront sur valeur absolue ou module de UN, qui sera, elle, le terme général d'une série convergente, d'une série positive. Pardon. Alors, il y a deux choses à savoir faire. La première, c'est étudier la convergence absolue. Donc, en gros, on vous demande d'étudier la convergence absolue. Ben, vous le faites. Et c'est super simple. Donc, la technique, c'est la définition. Pour étudier la convergence absolue d'une série réelle ou complexe, on étudie la nature de la série de terme général, valeur absolue de UN ou module, si elle est complexe. Donc, pour l'exercice numéro 17, donc on y va, c'est très simple. On veut étudier la convergence absolue de la série de termes général UN égale sinus n sur n carré. On passe aux valeurs absolues. On majore la valeur absolue du sinus par 1 et on applique le critère des comparaisons de séries positives. Donc, série de n sur n carré converge, donc la série des UN converge absolument. On y va maintenant pour moins 1 puissance n sur n. Et après, on va rajouter un troisième, on va faire une série complexe. La troisième, on va faire UN égale I puissance n sur n. Dernier exemple que je veux traiter avec vous, donc une série complexe, 1 plus I puissance n sur n. Pour étudier sa convergence absolue, eh bien, ce qu'on va simplement faire, c'est prendre le module de UN. Bien sûr, le module d'un produit, c'est le produit des modules, on obtient racine de 2 puissance n. On obtient ici donc le terme général d'une série divergente, grossièrement, ce terme ne tend pas vers 0. Vous pouvez effectivement aussi utiliser un critère de minoration, donc vous pouvez minorer par 1 sur n, ou bien un critère du n alpha un avec alpha égale 1. Ok, ensuite, grand B, donc ça c'est la partie vraiment, le cœur de la compétence du grand 3, c'est d'utiliser la proposition numéro 9, d'étudier la convergence d'une série réelle ou complexe en passant par la convergence absolue. Donc ça va permettre de débloquer tout l'exo numéro 9 sur toutes les questions, des exercices qui ont trait à des séries de fonctions, par exemple, contenant un terme alterné. On va pouvoir enfin conclure pour l'x négatif. Alors, proposition numéro 9, admise, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous pouvez bien la mettre en valeur, elle est importante. La convergence absolue implique la convergence. Et en plus, on peut démontrer aisément que l'inégalité triangulaire est respectée, même pour les sommes infinies. Donc, on a un contrôle, et cette inégalité triangulaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet de confirmer le contrôle qu'on a de la convergence de la série des UN par la convergence absolue, et non l'inverse. Voilà, je vous ai donné ici donc les suites qu'on utilise pour démontrer cette proposition. Ça se démontre en quelques lignes. C'est des suites qui permettent de redresser la suite UN. Et ça permet effectivement, grâce aux techniques du grand 2, de s'en sortir. Alors, proposition admise, on traite ici deux exemples ensemble. On va traiter l'exemple d'abord de la convergence de la série de termes général sinus n sur n carré. Alors évidemment, exemple extrêmement simple, on a tout fait déjà. Dans l'exemple numéro 17, vous vous rappelez qu'on avait étudié la convergence absolue de cette série. Donc vous avez dans l'exemple numéro 18 qu'une seule chose à dire, c'est la série de termes général UN converge absolument, donc converge d'après une implication classique, d'après la proposition 9. Donc dans un DS, vous dites simplement la convergence absolue implique la convergence, or la série des UN converge absolument, donc la série de termes général UN converge. C'est juste cette rédaction-là qui est attendue de vous. On traite maintenant l'exemple de la suite, donc UN égale I puissance n sur factoriel n, qui a pour module 1 sur factoriel n. Donc là, plusieurs arguments évidemment sont possibles. Vous avez l'argument de majoration, vous avez l'argument du critère de alpha UN, c'est ce que je propose de rédiger ici, puisqu'on n'en a pas fait beaucoup. Voilà, n'oubliez pas de donner dans toutes les implications. L'avantage de passer par cette étape-là, c'est que ça permet de ne pas avoir à invoquer le critère. Ce critère-là, c'est juste en fait une comparaison avec des séries de Riemann.
Donc voilà, alors on le redémontre bien, on a une convergence absolue, donc une convergence de la série. On traite maintenant l'autre exemple. Dernier exemple, on traite la série de termes générales 1 plus i puissance n sur 2 puissance n. Alors, où vous remarquez tout de suite que c'est une série géométrique. Donc, là, c'est terminé, puisque vous n'avez pas besoin de passer par la convergence absolue. Si vous voyez que c'est une suite géométrique, on a déjà vu qu'une suite géométrique, même complexe, ne convergeait qu'à condition nécessaire et suffisante que sa raison soit strictement, enfin, de module strictement plus petit que 1, ce qui va être le cas ici. Ou vous ne vous en rendez pas compte, et dans ce cas-là, ce n'est pas un problème, puisque vous allez pouvoir ici immédiatement passer au module, trouver une raison ici strictement petite que 1, donc la série géométrique convergent, la série convergera absolument, donc convergera tout simplement. Et voilà, pour terminer, on peut même avoir remarqué que UN étant une série géométrique, on pouvait immédiatement calculer sa somme. Et donc, effectivement, je rappelle que la somme d'une série géométrique de raisons, la somme d'une série géométrique convergente, c'est 1 sur 1 moins sa raison, lorsque la raison n'est pas égale à 1, ce qui est le cas ici, et on obtient 2 sur 1 moins i. Alors, on ne peut pas calculer la somme des Vn, mais tout ce qu'on peut faire, c'est d'affirmer, d'après l'inégalité triangulaire sur les sommes infinies, que le module de la somme des Vn, dont on sait qu'il est fini parce que la convergence absolue implique la convergence, est majoré par cette somme-ci, qui est pour le coup une somme géométrique réelle, une somme, pardon, pas une somme géométrique, une somme où on voit apparaître un terme une partie régulière en développement limité. C'est le développement limité de moins ln de 1 moins x, avec x égale 1 sur racine carrée de 2. Donc tout ce qu'on peut conclure, c'est que le résultat ici de cette, la limite de cette somme, la valeur de cette somme, est un module majoré par ce terme-là. Donc, je faisais remarquer que, attention, on ne peut pas appliquer ces techniques-là de somme de Taylor lorsque le terme qui est ici est complexe, parce qu'on arriverait à des logarithmes de nombres complexes, et ça, c'est pas bien défini. Si ça vous intéresse, allez voir les déterminations de logarithmes prolongées sur C. Vous verrez qu'en fait, il y a plusieurs définitions possibles. Donc, il y a une ambiguïté ici qui nécessiterait un approfondissement de la théorie. Alors, après ces exemples, une petite remarque importante, on a dit que la convergence absolue impliquait la convergence. Évidemment, l'exemple classique qui est ici peut permettre de démontrer que l'équivalence est fausse. Donc, l'implication indirecte est fausse, la convergence n'implique pas la convergence absolue. Par contre, la contraposée est vraie. Donc, si vous voulez l'écrire, vous pouvez. Donc, la contraposée de la proposition d'un fait vrai, à savoir, si une série ne converge pas, alors elle ne converge pas absolument. Et vous allez voir que souvent, on l'utilise pas, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir si une série converge. Donc, c'est ce sens-là qu'on va utiliser très souvent. Remarque numéro 10, cette somme-là, donc, on a dit qu'elle ne convergeait pas absolument. Donc, cette série ne converge pas absolument, mais par contre, converge. Et effectivement, donc là, grâce à Taylor-Lagrange, on pourrait démontrer que cette série converge vers moins ln de 2. Donc, remarque 10, cette série ne converge pas absolument, mais converge vers moins ln de 2, d'après Taylor-Lagrange. Donc, la réciproque de la proposition numéro 9 est fausse dans le cas général. Donc, pour étudier la convergence de cette série-là, on ne peut pas passer par la convergence absolue. Donc, ça ne marche pas à tous les coups de passer par la convergence absolue. On a vu des cas tout à l'heure aussi où ça n'aurait pas marché. Alors, exercice bilan, on revient à un exemple très proche de celui qu'on a traité dans le dernier cours, à savoir que je voudrais analyser la convergence de la série de termes générales x puissance n sur 2n-1 pour n appartient à n étoiles. Alors, je rappelle que dans le précédent, dans le grand 3, on avait analysé, dans le grand 2, pardon, on avait étudié x puissance 2n sur 2n-1. Et on avait conclu comme ceci, à savoir que après tout le travail effectué sur effectivement l'approximation intégrale de la série et le calcul d'une intégrale, on obtenait ici que le reste tendait vers 0 et que la somme des un de x convergeait vers x sur 2 ln de 1 plus x sur 1 moins x. Bien.
Alors maintenant, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe si on remplace le x puissance 2n, ici, par x puissance n. Au départ, c'était ça. Donc, première étape, on commence toujours par la divergence grossière, que l'on remplace x puissance 2n par x puissance n par x puissance 2n ou l'inverse, ne change rien à la divergence grossière. Si x est strictement plus grand que 1 ou que moins 1, alors le terme un de x ne tend pas vers 0, donc la série diverge grossièrement. Ça y est. Ensuite, deuxième étape, si x est entre moins 1 et 1. Alors là, attention, gros problème, parce qu'effectivement, là, c'est x puissance n qui a, donc on ne peut plus effectuer la majoration, x puissance n changeant de signe. Donc comment est-ce qu'on va faire sur moins 1? Évidemment, on passe par la convergence absolue. Donc, on ne va plus pouvoir faire cette majoration-là, on va simplement passer à la valeur absolue du n. Donc, voilà la correction des sous-cas qui nous restent à traiter après la divergence grossière. Majoration par le terme général d'une série géométrique convergente, puis pour x égale 1, équivalent divergent d'une série divergente, et pour x égale moins 1, malheureusement, on est coincé pour l'instant, donc il y aurait plus de travail à effectuer. Donc on voit ici dans ce genre d'exemple que les techniques qu'on a mises en place sont puissantes, mais ne règlent pas tous les problèmes. Alors, la fin est un petit peu fine, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on veut calculer la somme, on va utiliser ce qu'on a fait précédemment dans le TD. On avait démontré cette égalité-là sur moins 1 ouvert. Donc, pour x entre 0 et 1, on va faire un petit chemin de variable ici pour se ramener évidemment au cas d'avant. Donc, ça sort tout seul. Et ici, x est entre moins 1 et 0. Alors, dans ce cas-là, on fait un autre changement de variable beaucoup plus fin. On pose t égale racine de moins x, qui est bien défini parce que moins x est positif. Et dans ce cas-là, on voit apparaître le résultat d'avant, la même technique qu'avant, mais il y a un moins 1 puissance n qui sort. Ce moins 1 puissance n qui sort change tout, puisque le développement limité qui va apparaître, c'est celui d'une arctangente. Alors attention au signe près, parce que si on fait un changement d'indice, on va se retrouver avec moins 1 en trop. Moralité, tout calcul fait, on obtiendrait donc moins racine de moins x arctan de racine de moins x. Alors ça c'est intéressant parce que on obtient effectivement une fonction qui a des expressions différentes sur 0, 1 et sur moins 1, 0. On pourrait se poser la question de recollement, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que la fonction en question ici est bien de classe C infini en 0? Vous démontrerez l'année prochaine que c'est le cas. Ça s'appelle des séries entières. Et enfin, pour terminer, on pourrait en déduire peut-être le cas qui nous posait problème tout à l'heure. Vous vous rappelez que quand t valait moins x valait moins 1, je ne pouvais pas conclure. Donc là, on pourrait se poser la question de lorsque x tend vers moins 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque x tend vers moins 1, regardez ce truc. Ça a une limite finie. Donc, puisque ça a une limite finie, on serait en droit de se dire, mais si on arrivait à démontrer que la fonction de départ, la somme infinie, était de classe infinie sur moins 1 fermé, sur moins 1 fermé en ouvert, si elle était continue en moins 1, on pourrait dire que la limite de cette fonction-là en moins 1 est égale à la valeur de la série ici, cette somme-là. La série de la somme des n égale 1 à plus infini de moins 1 puissance n sur 2n moins 1. C'est ça qu'on appelle, on avait parlé au début du chapitre, c'est ça qu'on appelle les prolongements analytiques, c'est ça qu'on appelle aussi les sommes, les antilimites. C'est grâce à ce genre de technique, c'est convergence d'Abel, ça s'appelle. C'est grâce à ce genre de limite-là que vous donnez parfois des valeurs finies à des nombres qui ne sont pas finis. Ici, il s'avère que la limite qu'on obtiendrait, elle est effectivement égale à la somme. Ce n'est pas une antilimite, c'est une limite effective. Pour terminer, je propose qu'on traite un petit exemple de convergence absolue. C'est un exemple de la feuille sur les séries. Donc, c'est le 4 ABC de l'exercice numéro 10. On finit cette séance par l'étude d'une série numérique alternée, définie comme suit. Donc, Wn égale moins 1 puissance n sur n plus moins 1 puissance n, avec n supérieur ou égal à 2. Et on se questionne de la convergence, de la nature, de la série de termes générales Wn. Évidemment, on commence par la convergence absolue, évident, et on se rend compte qu'il y a une divergence due à la série harmonique. Alors, l'idée, c'est d'essayer de développer une technique, de mettre en place une technique pour gérer le cas de la convergence non absolue, de la convergence de la série. Et bien pour ça, petite idée qu'on pourrait avoir, c'est d'oser faire un développement limité. Alors, je dis bien oser, au sens où le développement limité, normalement, est réservé aux séries positives. On le fait quand même pour voir ce que ça donne. Donc, on se lance, on factorise par n au dénominateur,
on se ramène à un développement limité connu que je ne détaille pas. Donc, on obtient ces développements limités à l'ordre 2. On s'est arrêté à l'ordre 2 de manière totalement arbitraire, sachant qu'on va déjà voir si ça marche à ce niveau-là, sinon on poussera le développement d'un rang de plus. Alors, l'idée, c'est que la série de termes général Wn se comporte comme une somme de séries de termes général moins 1 puissance n sur n, qu'on connaît très bien, et de celle-ci. Alors, le problème, c'est qu'on ne connaît pas le site de ces séries. Donc, on a l'impression qu'on n'a pas avancé. Mais en fait, on a avancé pour la première, puisque c'est une série usuelle qu'on peut étudier par Taylor-Lagrange, et on sait qu'elle converge vers moins ln de 2. Et pour la deuxième, eh bien, on se retrouve avec, effectivement, on le sent, un terme de Riemann, un équivalent de Riemann, mais on n'a pas le droit d'appliquer tout de suite le critère de Riemann. On n'a pas le droit, parce que ce n'est pas une série positive. Donc là, on réapplique la convergence absolue en cours de route, et on dit que le résidu ici, par contre, lui, moins 1 puissance n plus moins 1 sur n carré plus petit o de 1 sur n carré, lui, c'est le terme général d'une série qui converge absolument. Pourquoi? Quand vous passez aux valeurs absolues, vous avez un équivalent 1 sur n carré. Donc, par somme d'une série convergente et d'une série convergente absolument, on obtient une série de termes général Wn qui convergent. Donc, le développement limité, en fait, il permet de conclure quand même, dans certains cas, où le terme général n'est pas de signe constant. Voilà, ceci achève ce chapitre. Merci à tous.